Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là pour cette rencontre avec Camille de Toledo et Christophe Bergon. Je pense que dans la salle, vous êtes peut-être certains avoir vu l'une ou l'autre des parties, ou peut-être l'intégrale hier, mais peut-être pas tous. Donc on essaiera de placer cette rencontre sous le signe de ne pas tout dévoiler du spectacle. On va essayer. On va découper cette rencontre en plusieurs parties. D'abord, laisser la parole à Camille et à Christophe pour qu'ils puissent revenir sur leur collaboration, et notamment, qui remonte à plusieurs spectacles, mais notamment sur Parlement. Et aussi vous laisser une place pour poser vos questions. Alors dans le micro, même si on est très proche, puisqu'en fait on enregistre la rencontre pour pouvoir ensuite la remettre sur nos supports internet. Donc merci quand même de respecter cette règle de parler dans le micro alors qu'il serait facile de communiquer sans. Pour revenir très brièvement sur Parlement, ce projet Parlement, dire que c'est un spectacle qui est accompagné par le Théâtre de la Cité depuis 2 saisons. La saison dernière, nous avions produit le premier volet de Parlement, qui était un volet sur la chute de l'Union européenne, où on pouvait voir 2 personnages, 2 archétypes du pouvoir européen, à la fois un lobbyiste, Eddie Bannon, et un fonctionnaire européen, José Luis Saval, qui assistaient tous deux à la chute de leur pouvoir et à l'effondrement de la structure de l'Union européenne suite à un événement majeur dont je laisserai Christophe ou Camille retracer précisément la teneur. Et deuxième partie, qui est produite donc cette année par le Théâtre de la Cité, deuxième volet, l'invention d'un monde, avec donc 7 comédiens qui font partie de l'atelier Cité. Donc l'atelier Cité, c'est l'outil d'insertion professionnelle du Théâtre de la Cité, où on accompagne pendant 1 an et demi 7 jeunes comédiennes et comédiens qui viennent à la fois parfaire leur formation avec des metteurs en scène invités par le théâtre, et aussi créer des spectacles. Donc cette saison, il y a Parlement, l'invention d'un monde, et vous pourrez les retrouver, ces 7 comédiens et comédiens, au mois de juin, dans Des cadavres qui respirent, mis en scène par Chloé Dabert, qui est donc la nouvelle directrice de la Comédie de Reims, et qui a accepté de produire, de créer ce spectacle avec cette promotion. Et suite à ces deux spectacles créés, il y aura la saison d'après un autre accompagnement qui se mettra en place autour de productions plus personnelles de ces 7 comédiens, et ensuite l'idée est de les accompagner dans leur insertion et qu'ils puissent ensuite rencontrer et travailler sur la région ou ailleurs en France. Voilà. Pour en revenir à Parlement, donc c'est alors est-ce qu'on pourrait dire un diptyque? Je ne sais pas si le terme est bien choisi, mais en tout cas, ce sont donc 2 volets sur une même fable politique. Donc déjà, Parlement, c'est Parlement sans les voyelles. C'est déjà une manière, Parlement en enlevant les voyelles, de laisser la place aux spectateurs de projeter leur propre interprétation de Parlement. C'est-à-dire qu'on se situe bien dans une dystopie, on est bien dans le domaine de la fable. Et ce qui est assez intéressant à raconter dans un premier temps, c'est que Camille et Christophe, ce n'est pas leur première collaboration, puisque nous avions déjà accompagné la création du spectacle Sur une île, donc c'était au Théâtre Garonne en 2016. Là aussi, un spectacle politique traitant du massacre du Toya. Peut-être que Christophe, tu voudrais revenir dessus par la suite. Donc bien expliquer que voilà, ce n'est pas leur premier coup d'essai. C'est une collaboration qui commence à dater, puisque je crois que c'est en 2011 que vous avez commencé vraiment à collaborer tous les deux. Dire que Camille de Toledo est profondément un auteur européen, puisque tu as créé, Camille, tu as fondé en 2008 la Société européenne des auteurs. Peut-être que tu voudras aussi revenir sur cette partie de ton travail. Tu es essayiste, tu es romancier, tu as une palette assez large d'écriture. Vous pourrez retrouver d'ailleurs de nombreux ouvrages de Camille à la librairie du théâtre qui se situe dans le hall d'accueil après la rencontre. Et donc il y a une dimension qui est permanente dans ton travail, c'est effectivement la dimension politique, la dimension européenne, et surtout, je reprendrai un des titres de tes ouvrages, l'inquiétude d'être au monde. Et tu réfléchis fondamentalement sur
la potentialité, voilà, le futur du monde, le futur de l'Union européenne et toutes les dynamiques politiques qui sont aujourd'hui en mouvement dans cet espace européen et mondial plus globalement. Pour parler du spectacle Parlement 2, donc on se situe là en 2050, après la promulgation d'une loi, une loi d'ostracisation, c'est-à-dire que le pouvoir est retiré aux hommes, un parlement est créé, il est occupé par les femmes, le pouvoir revient aux femmes, et on reconnaît une identité, on reconnaît des droits au sujet de la nature. Voilà. Et ça, c'est une dimension complètement nouvelle, révolutionnaire. Et donc, en 2050, on se situe une vingtaine d'années après la promulgation de cette loi. Et ce sont donc les enfants de la génération qui ont mis en œuvre cette révolution, qui la vivent au quotidien et qui sont notamment regroupés dans des campements où ils apprennent à réhabiliter et à vivre ensemble. Voilà. Pour situer très globalement le sujet. Mais peut-être pour laisser la parole d'abord à Christophe, est-ce que tu voudrais nous dire en quelques mots comment tu as rencontré l'œuvre de Camille et ensuite ta rencontre physique avec Camille, votre collaboration, et qui vous a conduit aujourd'hui à Parlement, et peut-être que Camille, je te laisserai détailler plus précisément la fable politique qu'est Parlement et ses deux volets. Merci Maxime. Bonsoir. C'est une longue introduction. Pour cette longue et belle introduction. Bonsoir à tout le monde. La rencontre avec Camille, je pense que toutes les rencontres sont, au départ, c'est un peu le fruit du hasard. Et là, c'est réellement le fruit du hasard. Je ne connaissais pas du tout son écriture. Il se trouve qu'à l'époque, j'ai un peu cette manie à faire des parcours avec des auteurs. Donc avant de faire un parcours de plusieurs créations avec Camille, j'ai fait un parcours avec un auteur qui s'appelle Antoine Volodine. Et un jour, au cours de mes recherches sur un terme que Volodine a vraiment mis à jour, qui s'appelle le post-exotisme, je suis tombé par hasard sur Internet sur un petit livre qui s'appelait « Visiter le Flurkistan », dans lequel il y avait cette question-là du post-exotisme qui était évoquée. Et j'ai trouvé là, tout d'un coup, j'ai commencé à lire ce petit livre. C'était un livre de Camille de Toledo, qui est un tout petit livre, en fait. Tu peux en dire deux mots si tu veux. Et j'ai trouvé là une chose, surtout une sorte d'élan de pensée très, très vif. Donc j'ai commencé à m'intéresser plus profondément et je suis allé chercher son premier roman, Archimandin Jolipin. J'ai lu ça et très vite j'ai eu envie de faire un premier travail à partir de ce premier livre de Camille. On a fait une forme assez performative, une sorte de vrai faux concert, adaptation du livre, un vrai faux concert à partir de ce livre-là. Et très vite, j'ai souhaité le rencontrer. On s'est rencontrés à la Grâce, il me semble, c'est ça. Et on a engagé comme ça un début de collaboration. J'ai ensuite fait une adaptation, toujours dans une forme assez simple de lecture scénique augmentée à partir du livre dont tu parlais, Maxime, L'inquiétude d'être au monde. Et ensuite, on a engagé un processus de travail et de collaboration plus poussé avec vraiment une commande d'écriture. Et on a travaillé ensemble à cette première pièce qui traite de la question européenne et de la question de la loi, mais je pense qu'on y reviendra, qui donc s'appelle Sur une île, et qui a été effectivement le point de départ de ce travail. C'est le livre de l'inquiétude d'être au monde, et c'est la tragédie de Utoya en Norvège en 2011. Voilà, et puis les choses sont enchaînées. Après, Sur une île, on a eu envie de continuer et on a poursuivi notre collaboration avec... Chaque fois, on essaye de remettre en mouvement notre façon de travailler. Autant Sur une île, il y avait vraiment une commande au départ, avec une contrainte assez forte qui était de dire « Ok, je te propose qu'on travaille cette question-là du Toya. Il y aura juste 2 personnages, un garçon et une fille. » Et très vite, Camille a fourni pour Sur une île un texte théâtral déjà très très bien en forme, dramaturgiquement, etc. Et on a, nous, au plateau, fait un travail petit à petit pour mettre en scène ce texte-là, avec assez peu finalement d'intervention de Camille. Sur le projet Parlement,
qu'on a défini dès le départ comme un projet en 2 volets, un diptyque. On a souhaité engager un travail où Camille serait beaucoup plus proche du travail au plateau, beaucoup plus présent. Et ça s'est manifesté de manière très nette sur le premier volet et sur celui-là, où dès le départ, on avait une matière de texte qui n'était pas dramaturgiquement agencée, c'était pas une pièce qui était terminée. Et cette matière-là, on l'a travaillée très vite au plateau avec les comédiens. Sur le premier volet, il y a eu un travail d'improvisation avec les comédiens qui nous a amené à générer du texte, lequel texte a été repris par Camille, introduit dans la forme, dans les premières formes qu'il avait composées. Et le texte du premier volet s'est composé comme ça, jusqu'à assez tard, finalement, avant la création. Sur le deuxième volet, on a poussé un petit peu plus loin. On a été en résidence à la Chartreuse à Villeneuve-les-Avignon pendant 3 semaines, où Camille était présent sur 2 périodes assez longues. Et pareil, ça a été ce travail-là avec les comédiens et les comédiennes de l'Atelier Cité. Et là aussi, la forme finale que vous allez voir ce soir a été travaillée jusqu'à assez tardivement, parce qu'il y a même des agencements de scène, des placements de scène qu'on a changés encore entre la générale et la première. Donc voilà, c'est un travail où l'auteur en fait est très 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 présente dans le dispositif de création et de mise en scène. Voilà. Est-ce que toi, Camille, tu veux nous dire quelques mots sur l'origine de ce projet de parlement et sur le monde parallèle, ce monde futuriste, cette dystopie que tu as construit au fil de tes rencontres avec Christophe et aussi suite aux échanges avec les comédiens de l'atelier? Est-ce que tu veux nous en dire quelques mots? Bien, d'abord, bonjour. Merci beaucoup pour vos mots. Merci à toi, Maxime. Je serais d'abord heureux que ceux qui ont vu déjà des fragments puissent à un moment donné interroger certaines parties qui pourraient paraître obscures ou même des formes de critique que j'ai été voir hier soir. J'aime bien au sortir du spectacle parce que j'ai des souvenirs qu'on faisait ça aussi, non seulement avec mes parents mais avec mes amis, mais c'est le moment presque que je préfère en fait, c'est quand on sort et qu'on commence à refaire un peu la pièce et à discuter des enjeux et à se battre sur oui mais ça c'était bien et ça c'était pas bien. Donc sachez que je suis très très ouvert à ces choses-là et je suis très heureux de les entendre. C'est une manière pour moi, enfin, c'est le moment où ce que l'on fabrique, que ce soit des objets d'art, des livres ou autres, entre dans le monde. C'est quand ça commence à devenir un objet de conversation et à rentrer dans nos imaginaires. Je lisais récemment Sapiens, un livre qui a beaucoup de lecteurs en ce moment, mais il disait que la première fonction du langage, c'était une forme de commérage. C'est-à-dire une façon de discuter. Donc si on a envie de discuter de la pièce, c'est déjà quelque chose un peu plus qu'un commérage. Je pensais en vous écoutant que la meilleure manière surtout d'introduire le travail, c'était peut-être aussi de me présenter à vous et de vous dire quelles sont finalement les choses que je retrouve, parce que j'en suis plus à la première création, j'en suis plus au premier livre, et je commence à voir au fil de la vie, je pense que ça c'est qu'on soit un écrivain ou pas, mais on voit apparaître des formes d'obsession, Alors, je crois qu'il y a quelque chose que j'ai aperçu dans Parlement et dans beaucoup de mes livres, c'est une très grande présence d'une figure de la philosophie juif allemand qui est Walter Benjamin. Et ça, vous le retrouverez dans la création, et ce soir, si vous voyez la pièce, c'est ce rapport au temps et cette manière d'essayer de se poser dans les temps. Et Walter Benjamin est quelqu'un qui porte une forme parfois que j'ai pu qualifier de mélancolie de ce qui pourrait être. Donc en fait, il y a quelque chose chez Benjamin qui est un regard tourné vers le passé, mais toujours pour, en quelque sorte, préparer un futur. Il y a quelque chose qui se tourne chez Walter Benjamin du côté de ce qui est détruit, de ce qui est ruiné, de ce qui est fragilisé, et qu'il va transformer dans une forme de nostalgie d'un pourrait-être, d'un ce qui pourrait être. Et donc, il y a cette chose-là. Alors lui, il a vécu dans un temps où l'Europe a connu des vents noirs, des vents très noirs. Accessoirement, il en est mort pour chasser. Vous savez peut-être qu'il est mort pas très loin d'ici, à Portbou, en essayant de passer la frontière des Pyrénées pour aller vers l'Espagne. Et ensuite, il espérait vers les États-Unis. Il a été arrêté dans cet exil
comme migrant, donc comme réfugié. Mais dans sa philosophie même, il y a des choses auxquelles je suis très très attaché. Il y a aussi chez lui quelque chose qui est très fort en moi, c'est un attachement à l'enfance et un regard de l'enfance. Il y a ces textes magnifiques sur les poupées, les objets. Donc ça, c'était une des figures auxquelles j'ai beaucoup pensé hier en voyant, parce que j'ai découvert un peu comme certains d'entre vous hier, en fait, l'ensemble, au bout de 2 ans de travail, donc c'était assez émouvant. Et j'ai senti ça, tout d'un coup, cette sorte de présence, en fait, d'un rapport au temps. Alors comment ça se matérialise pour notre temps, ce rapport passé-futur? Nous sommes, enfin, dans cette salle, je crois qu'on a tous un pied dans le XXe siècle, plus ou moins avancé, mais moi, plus avancé en tout cas que les jeunes comédiens qui sont au plateau dans Parlement 2, mais moi je dis toujours, je ne peux pas dire comme Victor Hugo, mon siècle avait 2 ans, je suis obligé de dire mon siècle avait 75 ans quand je suis venu au monde. Et un siècle qui a 75 ans, il porte des mémoires, il porte des traumatismes, il porte une certaine histoire de la douleur, de la souffrance. Et donc, je me sens aussi un peu chargé de cette chose-là. Et je crois que la fin du XXe siècle en Europe est très marquée par cette histoire, cette épreuve, cette expérience du XXe siècle dont nous portons plus ou moins la charge. Et l'effroi ou l'étonnement ou la surprise que je trouve persistante en fait, dans le fait de s'engager plus avant dans le XXIe siècle, c'est que l'on voit le XXe siècle oublié ou des formes d'amnésie, voire même de reprise. En ce moment, l'Europe est frappée par une vague d'antisémitisme. Moi, je vis à Berlin. J'ai grandi dans l'idée qu'il y aurait une pédagogie de la mémoire où on nous dirait voilà ce qui s'est passé et donc ça ne se reproduirait pas. Et pourtant, je sens, et c'est pour ça qu'on avait créé ensemble sur une île, que en fait, les choses, il ne suffit pas seulement de les apprendre et que cette pédagogie de la mémoire n'a pas prise sur un certain nombre d'esprits agités, colériques, passionnels au XXIe siècle. Donc vous voyez comment s'articulent les temps. Je vois s'évanouir une certaine forme d'héritage du XXe siècle. Et ma question, ça va être très benjaminien, ça va être très dans le sens de Benjamin. Comment est-ce qu'à la fois j'accueille cet oubli? Comment est-ce que je fais persister au contraire une mémoire? Et comment est-ce que je transforme cette mémoire pour lui donner une prise sur le siècle à venir? Donc comment est-ce que je la reconfigure pour qu'elle nous parle, elle continue de nous parler? Pas seulement à la manière de nos prêches républicaines en disant bah, c'est parce que vous saurez ce qui s'est passé que ça je pense que ça c'est épuisé. J'essaie de voir comment ça se change. Donc voilà, j'ai ce rapport au temps. Après, de l'enfance ou de mon père, je pense, j'ai aussi un rapport au temps long. Là, on a travaillé sur des matières chaudes, c'est-à-dire sur l'Europe du futur ou l'Europe contemporaine qui a énormément, enfin cette Europe du futur, vous l'entendrez, mais elle a énormément d'écho avec l'aujourd'hui, avec le maintenant. Je crois d'ailleurs que, quelles que soient les formes d'utopie ou de futur, j'aurais pu parler de 2100, on va toujours entendre un texte à la lumière du maintenant. Ça, c'est cette sorte de présence dans laquelle nous sommes. On est condamné au présent, d'une certaine façon. Et donc, je pense que ce texte que vous allez entendre, que vous avez entendu, il sera audible, mais très différemment lorsque 2030 et 2050 seront passés. J'essaie de me projeter en disant, mais qu'est-ce que les gens de 2050 entendront lorsqu'ils entendront un texte comme on a 1984 d'Orwell, qu'on continue à lire, ou 2001 l'Odyssée de l'espace, qu'on voyait comme une futurité et qui tout d'un coup se transforme en un passé ou un passé du futur. Et là, je vous fais un peu rentrer dans ma tête, mais il y a ça. Dans nos temps, il y a un flottement sur les régimes de temporalité où nous sommes. Est-ce qu'on voit un futur du passé, un passé du futur? Comment ces temps s'emmêlent, comment ces emmêlements nous déplacent. Voilà. Donc moi, on m'a demandé avec Christophe, c'était quand même ça la commande, c'était l'idée de projeter. Et ça, j'allais vous dire, moi j'ai une sensibilité de temps long. Mon père lisait beaucoup Braudel, et Braudel parlait de ces cycles longs de l'histoire. Et je ne peux pas en fait voir au-delà. C'est pour ça que j'ai toujours beaucoup de mal à entrer dans un débat, si vous voulez, actuellement. On me sollicite parfois, et je dis souvent non, parce que je suis désemparé avec le bruit du présent. Ce que j'arrive à penser, c'est des temps longs. Donc ce que je vous disais, dans le temps long, je vois par exemple ce XXe siècle qui s'éloigne et ces formes nouvelles du XXIe siècle. Et c'est à l'échelle de ces temporalités que j'arrive à écrire.
Donc là, vous verrez ce soir, il y a ça, il y a quand on me demande de travailler sur la chute de l'Union européenne, on me demande a priori de travailler sur un horizon qui est presque inimaginable, parce que nous vivons dans ce présent de l'Union européenne depuis maintenant l'après-guerre, et dans cet horizon historique-là. Et donc, il est très difficile d'imaginer au-delà de ça. Et pourtant, il y a plein d'événements dans le présent qui manifestent que peut-être cette construction est fragile et qu'elle pourrait tomber. Et donc là, je pense presque en anthropologue. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on regarde quand on regarde la muraille de Chine? Qu'est-ce qu'on regarde quand on regarde la chute de l'Empire romain et les limes? Qu'est-ce qu'on regarde quand Claudio Magris regarde la fin du XXe siècle, où il traverse l'Europe en regardant toutes les manifestations des ruines du passé? Et là, on voit que nos édifices humains sont extrêmement fragiles, en fait. Ils tiennent à peu de choses. Et ce à quoi ils tiennent, c'est à la croyance. Est-ce que nous autres, nos communautés humaines, et la façon dont elles se définissent, croient? Si elles croient à un ordre sociopolitique, ça tient. Si la croyance s'en va, ça ne tient plus. J'aurais des développements à faire ici, mais vous verrez que ce soir, ou vous l'avez peut-être vu hier, il y a cette question de la croyance qui est au cœur de la chose. Parce que cette croyance, elle vaut en politique, mais elle vaut en art. Si j'ai un livre entre les mains qui me propose une fiction et que je n'y crois pas, je peux avoir deux attitudes, soit de rejet, soit au contraire d'accepter un pacte de croyance en disant je n'y crois pas, mais il y a peut-être quelque chose à faire avec cette position de retrait et ce que cette fiction me propose. Et donc, voilà encore une autre manière de définir la chose. Il y a cette manière de... Voilà, mais je m'arrête déjà pour cette première prise de parole. Je ne sais pas s'il y a déjà des questions dans la salle. Oui, il y en a une. Vous passez un micro pour... Et oui, mais sauf qu'en fait, on enregistre la rencontre. Mais on vous entend, oui. J'en ai plusieurs, mais je vais commencer par déjà vous remercier et préciser que j'ai vu la partie 2 fois et qu'effectivement j'ai eu à chaque fois des nouvelles réflexions qui me sont venues. Et donc désolée pour ceux qui n'ont pas vu la pièce, parce que je vais peut-être dire des petites choses, voilà. Mais effectivement je vais commencer par la fin, en fait. Je fais abstraction à ceux qui sont là et qui n'ont pas vu la pièce. Après ma première vision, on a été dans un bar, on en a discuté avec des amis et on s'est posé la question du pourquoi cette jeune fille qui était sur siège roulant, finit par miracle, se tenir sur ses 2 jambes. On s'est questionné, on ne savait pas trop. Une des copines qui, elle, la pauvre, était un petit peu handicapée, était troublée de ça. Elle avait trouvé cette fin de scène un petit peu désobligeante, mais je pense que c'est aussi de par son vécu. Et moi, je me questionne toujours, parce que même si j'ai trouvé des réponses à mes questions, celle-là, je ne l'ai pas trouvée. Je me questionne, est-ce qu'on est dans un autre monde? Est-ce qu'elle est sur une autre planète? La signification de ce jeune homme en rouge, est-ce qu'il y a une opposition entre le fait que lui soit en rouge et noir et elle en blanc? Voilà, c'est vrai que je me questionne assez sur cette fin de scène. Il me passe gentiment le micro parce que c'est une question de mise en scène et que c'est pas une question de texte, c'est pour ça. Dans mon travail, dans la totalité de mes pièces, en fait, de mes mises en scène, j'ai toujours besoin de poser des images qui sont posées comme des énigmes. Et donc, effectivement, cette image-là, à la fin, ce moment-là, à la fin,
est posée comme une énigme. Mais c'est d'abord une énigme pour moi. C'est-à-dire c'est pas juste une énigme pour poser une énigme au spectateur, c'est aussi une énigme pour moi. Je pense que ça vient d'un désir assez profond, en fait, que je pense que en tout cas, moi, ça ne m'intéresse pas que l'espace de l'art ou l'espace du spectacle soit résolutif. Et c'est une position, en fait, qui est juste de dire que je pense qu'aujourd'hui, et précisément aujourd'hui, ceux qui travaillons dans le domaine de l'art sont pas plus avancés ou ont pas plus de réponses ou sont pas plus au cœur du monde dans lequel on vit que le juge, le boulanger, le maçon. Je pense que dans ce désir-là profond et qui revient chaque fois, donc chaque fois je me l'interroge moi-même, pourquoi j'ai besoin de me poser des énigmes, je pense que c'est profondément pour cette raison-là. Après, à l'intérieur de ces énigmes, moi-même, je lis des choses différentes. Voilà. Donc, je peux vous dire, par exemple, le jeune homme, enfin la forme en rouge, avec, effectivement, il est tout en noir. Désolé pour les gens qui le verront ce soir ou demain, mais pour beaucoup, c'est la mort. Pour moi, c'est pas du tout la mort. Pour moi, c'est un effacement de l'identité, qui est autre chose que la mort. C'est un dépassement de l'identité par l'effacement. Que la mort ? Non. Non, mais enfin, j'y reviendrai, mais je te laisse terminer. Mais non, parce que c'est vraiment au cœur d'un autre travail. C'est étonnant, pardon. Mais bon, c'est bien. Mais je vous dirai après. Après, effectivement, pourquoi cette jeune fille qui est sur un fauteuil pendant tout le spectacle se retrouve dans un autre costume et qu'elle retrouve l'utilité de ses jambes. Effectivement, pour le coup, là, c'est écrit comme ça dans le spectacle, c'est écrit comme ça dans la dramaturgie, dans le texte. Il y a plusieurs temporalités, on joue avec plusieurs temporalités, plusieurs espaces. Il n'y a pas, chaque acteur ou actrice n'est pas un seul personnage. Et donc là, on fait juste un écart plus loin dans l'espace. Et effectivement, on n'est plus exactement au même endroit. Je ne veux pas trop dévoiler non plus, mais voilà, c'est juste que tout d'un coup, c'est pas la même. C'est pas la même qui tout d'un coup se met à marcher. Voilà, mais moi je peux vous faire part de ce que j'ai vu hier, mais c'est vraiment un avis de spectateur. J'ai pas de... Non, peut-être que simplement aussi il avait affaire à la fin de ce texte, à la fin d'abord, que vous entendrez. Et ça, il n'y a pas de spoiler dans ce que je vais vous dire. C'est un texte que j'ai écrit où j'essayais d'imaginer la rencontre de la Terre avec notre espèce. Et c'est vraiment une question de langue et de texte, c'est où ça se rencontre. Et est-ce que ça se rencontre ? Est-ce que ça, la Terre, ça se rencontre ? On sait aujourd'hui que l'on mesure l'Anthropocène, tout plein de thèmes qui sont évoqués dans ce Parlement 2, la destruction du terrestre, la destruction de l'atmosphérique, la pollution, le réchauffement climatique, etc. On sait que la Terre est monitorée, diraient les scientifiques. On l'observe, c'est-à-dire qu'on arrive à l'interpréter, on cherche à la traduire. Quand on observe la fonte des glaces, on met des sondes et on a des données, et avec ces données, on essaye de comprendre ce que ça nous dit. Ce que ça nous dit sur notre activité d'humain et ce que ça nous dit de ce qui arrive à cette Terre. Donc, les choses, nous vivons un âge où, curieusement, les choses qui, dans le temps de l'humanisme, ne parlaient pas.
l'humanisme, depuis la Renaissance, voilà, c'est l'idée qu'il y a un espace neutre, que l'homme est plus ou moins au centre. En tout cas, c'est lui qui fixe le sens et c'est lui qui fixe la perspective. Toujours cette naissance de la perspective à la Renaissance, c'est le moment où s'affirme un rapport au monde qui est entre le sujet et l'objet. Nous sommes des sujets et il y a des objets dans le monde et nous sommes les maîtres des objets. Il faudrait évidemment affiner ces choses-là et vous entendrez des textes ce soir qui travaillent justement sur cette frontière. Parce qu'en fait, une femme, dans l'histoire des femmes, ne peut pas dire ce que je dis là. En fait, les femmes, dans l'histoire de la propriété, ont été tenues pendant des siècles du côté des choses ou des demi-sujets. Et donc, je lisais encore aujourd'hui un travail de sciences humaines sur l'histoire des femmes. Il y a une solidarité beaucoup plus longue entre les femmes et les choses, parce que les seuls sujets, disons, qui se sont affirmés à la faveur de la Renaissance, qui avaient toujours à se voir comme les sujets pensants, agissant, ayant des droits, etc., c'était pas le sujet homme au sens humain. C'était un certain sujet à l'intérieur. Je pourrais reprendre cette chose sur la question des Indiens, sur la question de la traite, de l'esclavage. Moi qui ai une longue histoire juive dans ma famille, d'un point de vue juif, et c'est pour ça d'ailleurs que je pense aussi en ces termes-là, c'est-à-dire que les juifs ont longtemps été traités comme des demi-sujets. Bon. Donc il y a une hiérarchie en fait. On vit avec des catégories qui simplifient, mais en fait la chose est beaucoup plus complexe. Il se trouve qu'au bout d'un long travail d'émancipation de ces sujets humains qui étaient traités comme des choses, femmes, noirs, indianité, sujets colonisés, juifs en Europe, etc. Et ça, je vous parle du temps très long, d'un temps long. Au bout de ce travail d'émancipation, qui a revendiqué une égalité de sujets, et qui n'est pas encore terminée, cette histoire du combat pour les droits et pour l'égalité, en fait, on voit que le fond s'élève avec les sujets qui ont accédé à des droits. C'est comme si le paysage cessait d'en être un et qu'il demandait à son tour à être traité comme étant. Et des anthropologues beaucoup plus savants que moi, notamment Philippe Descola, dont je suis le lecteur et dont les livres sont là, et quelqu'un qui a travaillé sur les Indiens d'Amazonie, pour des formes autres de savoir, le monde parle. L'arbre parle, l'animal parle, et donc les sujets sont étendus. Mais il n'y a que pour cette espèce très particulière occidentale que le sujet s'est réduit. Le reste du monde est rentré dans un grand silence. Au nom de ce silence, on avait le droit d'exploiter les choses. Et là, on est arrivé à terme de cette forme-là d'organisation. Et c'est pour ça d'ailleurs que je pense que tout tremble. C'est qu'il y a une vaste redistribution, comme diraient les philosophes, redistribution ontologique. Tout d'un coup, les choses deviennent sujets. Les rivières accèdent aux droits. Les animalités accèdent aux droits. Et ils vont pouvoir aller dans les tribunaux. C'est dans ce monde-là que s'écrit Parlement 2. En fait, c'est même dans un monde où ceci a eu lieu. Et donc, c'est un travail de déplacement de l'imaginaire, et de l'imaginaire politique, philosophique, etc., qui est très, très profond, et qu'on peut d'ailleurs refuser. Il y a certaines personnes qui disent « Mais non, un arbre n'est pas un sujet », parce que tout ça est très, très ancré en nous. Mais pourtant, c'est en train d'avoir lieu. Pourquoi ? Parce que nous monitorons la Terre, et que nous constatons tous collectivement que nous ne pouvons pas continuer en ces termes, c'est-à-dire à traiter le monde comme une chose que l'on peut exploiter, dont on peut abuser, etc. Au contraire, ce qu'il faut, c'est cohabiter. Il faut partager ce monde avec d'autres espèces. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais vous les avez sans doute, de disparition des oiseaux, de disparition des insectes, etc. Donc ce monde du silence a été réduit, détruit, anéanti, et ce qu'il en reste aujourd'hui, on doit se mettre à son écoute pour qu'il accède à nos parlements. On vient de me proposer de participer à un parlement de la Loire. Qu'est-ce que serait un parlement de la Loire ? Il y a en Nouvelle-Zélande une loi qui a émancipé une rivière qui s'appelle la Wanganawi. Le Gange en Inde est en train d'accéder au statut de sujet. Il y a des arbres qui sont défendus en justice par des avocats aux États-Unis depuis une vingtaine d'années pour défendre les droits d'un séquoia contre des projets de développement. On a eu en France la ZAD sur une zone à défendre par rapport à des logiques de développement. Donc on voit que la nature, par le biais d'un certain nombre de témoins, d'avocats, de voix humaines,
accède à une certaine forme de parole. C'est là que ça s'organise. Alors moi, dans cette dernière séquence, j'avais écrit ce texte d'une rencontre, mais d'une rencontre impossible entre l'espèce humaine et la Terre. Et c'est la Terre qui parle. Et ça, c'était un défi, je dois dire, pour Christophe, c'est comment est-ce que j'incarne en fait cette parole, d'où elle vient, cette Terre. Alors moi, j'ai des images. D'abord, ce qu'il dit est juste, c'est que c'est pas du tout une pièce Parlement 2 qui est écrite avec une logique de personnage. En sens, c'est pas cette femme qui est dans sa chaise qui se relève. Elle donne son nom, elle dit Gaïa 4,5 milliards d'années, et donc elle déplace. Comme à chaque personnage, il y a un déplacement. Donc, il ne faut surtout pas lire cette chose comme un événement qui dirait quelque chose de l'ordre du miracle. Enfin, on a tous les droits d'interprétation. C'est toujours vous qui aurez le droit de penser ce que vous voulez de la chose. Mais en tout cas, moi, hier, je me disais ça. Si cette lecture-là domine, alors il y a quelque chose qui ne va pas, parce qu'elle se nomme autrement, et voilà. Elle est prise en charge par le groupe. Donc il y a quelque chose des humains qui viennent prendre en charge effectivement un corps malade, ça oui, et elle se déplace. Elle se nomme Gaïa, 4,5 milliards d'années, et elle dit ce qu'elle a à dire du point de vue de la Terre. Et ça, c'est cette forme pour moi, qui est cette persistance du tragique, mais ça vous le verrez, je vous laisse la chose, c'est que au bout de cette fable qui pose la question de la politique, de l'enchantement, de la promesse, de la transformation, il y a cette voix de la Terre qui dit « c'est bien tous vos efforts, mais cette rencontre que vous voulez avec le vivant, cette vie que vous voulez retrouver, elle n'aura pas lieu. » Et ça, c'est quelque chose que, avec toute la forte conscience écologique que j'ai, et même des expérimentations très avancées en termes d'écologie politique que je mène, par la fiction, par l'écriture, etc., il y a quelque chose qui persiste en moi du tragique, c'est que nous sommes, depuis Erectus, depuis l'érection, depuis la verticalisation, nous nous sommes séparés des autres espèces. Et ça, tout en atteste. Dès lors qu'il y avait des chasseurs-cueilleurs, il y a eu une disparition des autres espèces. Parce qu'il y avait le feu, qu'il y avait des brûlis, etc. Quand il y a eu le néolithique, pareil. Donc, nous sommes en quelque sorte, ce que Walter Benjamin, j'y reviens, nous sommes une catastrophe et une merveille. Nous sommes une catastrophe et une merveille pour ce monde. Mais nous sommes aussi une catastrophe. Ça, c'est sa description de l'ange de l'histoire. Voilà. Et il faut accueillir ces deux choses ensemble, merveille et catastrophe. Sinon, on ne peut rien entendre. Et donc, cette pièce, elle s'écrit à cet endroit-là. Et cette scène finale, pour moi, elle est à rentrer dans un imaginaire à cet endroit-là. Comment est-ce que je fais pour le metteur en scène, pour déplacer cette parole si c'est la Terre qui parle? Comment est-ce que je l'inscris? Et je crois que la figure que vous verrez, vous pourrez y penser, après, en refaisant la discussion en sortant, dire oui, c'est la figure de cette cosmonaute, c'est ce que Bruno Latour décrit lorsqu'il dit que nous avons commencé à avoir une conscience du monde à partir du moment où nous avons pu voir la Terre de loin. Tant que l'on était en quelque sorte, et je parle de siècles en arrière, ancré à même le monde, à l'horizon des arbres, etc., qu'on n'avait pas l'aérien et qu'on avait encore moins l'espace, la Terre, comme entité, en fait, n'était pas aperçue. Il a fallu les grandes découvertes et il a fallu s'éloigner. Il a fallu prendre ses distances. Et donc, c'est comme ça que je l'entends, comme une sorte de curieuse image très paradoxale où la Terre peut se mettre à parler à partir du moment où on a cette vision qui nous en éloigne le plus. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai résolu l'énigme qu'a posée Christophe, mais en tout cas, hier, je me disais, tiens, c'est étonnant qu'on en arrive à cette image-là. Et je voulais revenir, parce que moi j'ouvre des parenthèses, mais j'essaie de les refermer, sur ce que disait Christophe avec l'impersonnel et la mort. J'ai été aussi troublé par cette figure qui regarde Gaïa, qui regarde la Terre partir. J'étais troublé par cette figure parce que clairement, elle appelait pour moi une image de la mort.
Et puis il dit quelque chose là à l'instant sur lequel je travaille. C'est en fait ce moment où ça se désidentifie. Et de fait, c'est quelqu'un qui est sans visage sous ce voile rouge. Et ça, c'est très intéressant parce que ça rejoint ce que je vous disais sur les sujets. Nous nous détachons du monde en tant que sujet. Mais au moment où on revient, en quelque sorte, on est inhumé. Et là, il me vient à l'esprit un livre de Faulkner sur lequel j'ai travaillé, Tandis que j'agonise, qui est un livre prodigieux. Lorsque la parole de la mère morte jaillit depuis la mort, elle parle depuis un endroit qui est celui des cours d'eau, de la terre, de la nature, du monde. C'est-à-dire qu'en fait, le lieu de la mort, c'est le lieu où on se désidentifie à nos égos, à nos sujets. C'est le moment où on est conjoint, et il est question de ça dans la pièce, de la solidarité homme-chose. C'est où la matière organique, on sait qu'on est de la poussière d'étoiles, mais lorsque la matière se décompose, elle re-rentre dans quelque sorte dans ce cycle matériel, etc. Et donc il y a peut-être là, à cet endroit-là, quelque chose, et là je vous le dis pour des choses très concrètes, c'est que cet horizon de l'écologie politique, ce que ça fait sur nous, c'est qu'on est obligé de repenser les termes de nos communautés, c'est-à-dire qu'on est obligé, je l'ai écrit il n'y a pas longtemps, de parler au-delà de nous. Donc on est obligé de se désidentifier à nos petites vies pour reconsidérer quelque chose de plus vaste, où ça circule, et où, en somme, pour être très concret, hein, quand je dis le plan impersonnel, c'est je me remets à apprendre que lorsque je mange, ça a une incidence sur ma structure biochimique, qui a une incidence sur mes humeurs, qui a une incidence sur mon mental, et que la façon dont je me nourris, et donc que si je prends de la matière morte, ça va avoir des incidences, etc. C'est ça l'inséparé, l'horizon d'inséparation que l'on redécouvre, et c'est très troublant pour nous autres modernes. C'est très troublant. C'est très troublant, parce que le moderne, c'est celui qui se pense comme séparé. Et là, tout d'un coup, tout nous dit qu'en fait, tout est lié. Et ça c'est... Il y a la mort qui nous l'apprend, mais la mort, on l'a évacuée dans nos sociétés modernes. On ne veut pas trop en entendre parler. Et alors qu'on peut le savoir dès la vie. C'est-à-dire que quand je mange, je sais que ça a des incidences. Voilà. Donc il y a cet horizon comme ça d'impersonnel. Voilà. Mais bon, moi, vous savez, je ne sais pas après. Cette jolie phrase, tant qu'on est sur ce sujet, le pouvoir est donné et quiconque veut le prendre ne peut le supprimer. Le rendre. Le rendre. Est-ce qu'il y a une question aussi? Oui. Non. Du coup, en attendant qu'une autre question émerge depuis la salle, peut-être me faire moi le rapporteur de plusieurs questions qui m'ont été soumises suite à la vision notamment de la deuxième partie, mais qui se retrouvent aussi dans Parlement, le Parlement 1. C'est quand tu parles du rapport au temps, et c'est notamment l'action qui a lieu dans Parlement 1 et 2, on a toujours un rapport au temps à ce qui s'est passé avant. C'est-à-dire qu'on n'assiste pas dans le spectacle à l'action en train de se faire. Quand tu parles notamment du changement de paradigme, c'est-à-dire que cette loi qui révolutionne le rapport aux choses et que les choses de la nature deviennent sujet, ce changement a déjà eu lieu et on se situe sur la génération d'après, des enfants qui en vivent les conséquences, mais on n'assiste pas à l'action présentement de la révolution. Alors voilà, on m'a posé la question de pourquoi ce choix-là, ce à quoi je n'ai pas su répondre, donc je me fais le porteur de cette question aujourd'hui pour que tu puisses éventuellement, ou Christophe, nous donner un éclairage sur cette question-là. Très rapide. En fait, en t'écoutant, et hier soir on en parlait déjà, parce que c'est ce qui manque. C'est-à-dire le moment où ça bascule, le moment où on change les manières de vivre, c'est ce qui nous manque à tous. C'est-à-dire, j'y répondais avec d'autres formes d'arguments qui étaient de dire, vous savez, le meurtre dans la tragédie, on le montre pas. C'est toujours c'est en coulisses, et puis on revient, on ramène le mort sur la scène. Mais c'est pareil pour une révolution. La révolution au théâtre, elle a beau dos, quoi. Mais même le saïra il y a quelque chose qui manque quand même c'est-à-dire qu'à un moment de changement de paradigme, un moment où tout d'un coup des pouvoirs s'effondrent, et le montrer
avec 7 comédiens au plateau. Enfin, il y a quelque chose d'immontrable, en fait. Mais aujourd'hui, je reviens avec cette autre chose, c'est que, en fait, c'est ce qui manque, c'est le manquant. On sait qu'on a cette bascule à faire. Cette bascule, elle a lieu entre 1 et 2, entre Parlement 1 et Parlement 2. Elle a eu lieu, mais elle est toujours rapportée d'un après, et ça parle d'un après, mais sans doute précisément parce que c'est ça. Je pense que c'est ce qui collectivement, politiquement, manque. Et lorsque je vois, vous avez peut-être lu les journaux récemment, ces mouvements d'enfants, notamment cette jeune fille d'un pays du Nord avec l'aide de ses parents quand même, qui ne jouent pas à l'école des fans ou à The Voice, mais qui au contraire font des manifestations régulières pour dire qu'il faut changer de paradigme et qu'il faut changer les modes de gouvernement. Et que c'est ce mouvement suivi par différentes écoles à travers l'Europe pour l'instant, mais je crois que ça a pris aussi en Australie. Lorsqu'on voit ce mouvement-là, c'est ça que ça demande. Ça demande ce changement, et nous vivons en quelque sorte dans le deuil d'un changement qui n'a pas lieu, en fait, ou que nous ne voulons pas collectivement faire, ou que nous voyons très mal comment individuellement on peut le porter, ou aussi parce que nous sommes, disons, démunis par rapport aux forces d'un pouvoir qui tient une rente sur le monde qui est considérable et sur lequel l'art même n'a pas prise. Donc pour moi, le moment de montrer ce est juste immontrable. Par contre, ce qui est à penser, c'est l'horizon d'après. Parce que je crois que la fiction peut faire ça. Elle nourrit un imaginaire de l'après, et alors quelque chose commence à se tisser. Lorsque les gens travaillent à l'Esprit des Lumières avec ces petites alcôves et des salons au XVIIIe siècle, ils parlent, disons, depuis un après, c'est-à-dire depuis un après, de l'égalité, etc. Des choses qui sont impensables sous l'Ancien Régime. Mais ils le pensent. Et c'est quand on pense de l'impensable que tout d'un coup, ça repousse les frontières de l'imagination, et alors ça peut contribuer très modestement à un changement de paradigme dans l'avenir. C'est comme si cette absence disait à ceux qui voient la pièce, voilà ce qui manque. Voilà là où nous manquons. Je ne dis pas où vous manquez, où nous manquons, tous. Non, et puis, il y avait aussi cette chose qui était là, très présente dans l'écriture, et qui est que c'est cette jeune, en fait, il vient de témoigner. Il vient de témoigner d'une chose qui a eu lieu. Et c'est donc des témoins du futur, hein, qui nous reviennent, qui viennent nous parler de cet événement-là qui a eu lieu. Et plus ils nous en parlent, plus ils ressassent même, à travers différents témoignages, à travers différentes pistes d'accès autour de cet événement-là, en fait, plus cet événement-là prend corps dans notre imaginaire. Et c'est comme ça qu'on l'a travaillé. Parce qu'effectivement, montrer cet événement-là, montrer qu'est-ce qu'il ferait très concrètement dans ces campements, comment la loi se travaille, c'est très difficile. Comment une loi se travaille, comment une loi se prend corps à l'intérieur d'une société, comment un changement de paradigme si important prend corps à l'intérieur d'une société, c'est très difficile. Donc effectivement, au-delà de cette question qui est très vrai que c'est le manque il est là actuellement, on le voit bien. Où agir, comment agir, hein? Qu'est-ce qu'il faudrait vraiment, vraiment, vraiment changer pour que ça bascule vraiment? Cette réponse, on ne l'a pas. On voit que qu'on cherche tous collectivement dans les arts, mais je le disais tout à l'heure aussi, évidemment, dans la société. Et ça cherche beaucoup plus dans la société actuellement, je trouve très fort, quoi. C'est vraiment très présent. Donc ça cherche, et c'est très très bien. Mais quel serait le geste qui jamais prononcé. Je ne crois pas que ce soit du tout en termes de... Ça, c'est vraiment les modèles du passé. Je ne peux pas imaginer, vu les systèmes complexes dans lesquels on est, que ça puisse... ou alors ça se fera avec beaucoup de violence, mais l'histoire est violente, mais je ne sais pas. Non, voilà, c'était juste effectivement, c'est faire prendre corps à ce moment-là, à ce temps-là, à cet événement-là. Effectivement, c'était le dire et le redire, et le redire par différents points de vue, et le redire par différentes singularités, parce que ces 7 témoins du futur,
ils sont là, c'est cette singularité qui vient de témoigner de choses avec ce qu'ils sont, avec leurs émotions, qui viennent nous raconter des histoires intimes, des relations avec la génération précédente. Donc voilà, ou comment ils se débattent, comment ils essaient d'expliquer les choses, comment ils se débattent avec cette pensée-là, en fait, et avec cet événement-là. Ah, puis il y a cette chose très évidente, c'est que l'imaginaire du futur, il doit être assis sur une mémoire. Tu fais advenir du futur que s'il y a une archive. Sans cesse dans les mouvements, à n'importe quel moment de rupture historique, en fait, il y a cette chose qui va chercher dans le passé pour modifier la tradition, pour nous aider dans le présent, pour penser de l'avenir. Et il se trouve que je trouve désolant, mais ça fait longtemps que je le pense, parce que dès mon premier livre, c'était là, que notre imaginaire politique, il est resté campé sur des vieux imaginaires révolutionnaires, en fait, et qu'on n'arrive pas à déplacer. Et donc, il y a effectivement, là, ça passe dans cette création par la loi. C'est-à-dire, il faut de nouveau être capable collectivement d'écrire une loi de l'avenir. C'est-à-dire, en fait, il faut changer les fictions dans lesquelles nous vivons. Voilà. C'est ça que ça demande, en fait. Et changer les fictions dans lesquelles nous vivons, ça implique de créer une archive de cette loi possible, de ce changement de la loi. Et jusque-là, on est campé parce que on est bloqué parce que on nous dit ce monde dans lequel nous sommes est tenu par ces lois, et ces lois définissent un réel qui est indépassable. Et c'est là que ça. Donc il y a vraiment cette archive. Accessoirement, les témoins du futur, c'est une des plus belles phrases de Walter Benjamin. Et quand moi j'écrivais le Parlement 2, vous pouvez vous mettre dans la peau de celui qui a écrit le texte, mais moi ce que je faisais, c'était, je me mettais dans la peau d'un Joseph Roth de l'avenir. Joseph Roth, c'est celui qui écrit des chroniques sur l'après-première guerre mondiale dans l'Empire austro-hongrois détruit, qui est un écrivain que j'adore. Et ces chroniques de l'après-guerre sont magnifiques. Eh bien, je me mets dans la peau d'un journaliste écrivain de l'avenir, donc je suis en 2050, je vais dans différents campements pilotes, et là je recueille des scènes, ou des moments de vie, ou des récits, comme un documentariste, en disant, vas-y, raconte-moi, comment c'était dans ton enfance, comment c'était en 2030, comment c'était. C'est comme ça que c'est écrit. Et donc je vais recueillir en fait dans l'avenir, c'est comme si je faisais cette démarche-là de décentrement temporel pour recueillir ces choses-là. Et ce que vous voyez dans Parlement 2, c'est le rendu de ça. Ce sont des scènes qui sont collectées dans cet avenir. Voilà. Est-ce qu'il y a une question ? Oui. On va vous redonner le micro peut-être pour qu'on puisse vous entendre. Je sais pas où il est. Il y a un moment donné, très émouvant pour moi, en fait, une scène où des insectes sont sauvés. C'est l'énigme. Bon, bah alors je me dis. Et c'est juste après, le discours un peu touchant. Moi, il me fait penser un peu comme le discours de I Have a Dream. Et suite à ça, c'est cette annonce des abeilles, moi, à 2 reprises, ça n'a pas loupé. Moi, j'étais en larmes. Mais l'ami avec qui je suis venue hier, lui, il avait envie de pouffer de rire. Alors je me suis dit, mince, on est dans 2 réalités différentes, qu'est-ce qui se passe ? Et il m'a permis de comprendre un peu aussi, vous allez me répondre, mais ce côté tragique que vous voulez amener. C'est-à-dire qu'à la fois, on est hyper attaché à ces jeunes et on se dit, mais c'est la solution. Et à la fois, parfois, ils sont entre eux un peu ridiculisés les uns aux autres parce que est-ce que c'est vraiment la solution ? Est-ce que écouter l'électro et puis être dans une forêt et puis juste aller informer les gens, c'est la solution ? Donc voilà, ça c'était une première petite question. Et la seconde question, c'était aussi, c'est touchant, ça mène à réflexion, mais j'ai peur qu'en fait le public soit déjà un public convaincu. Comment on pourrait tous ensemble essayer d'apporter ça à des gens qui le sont moins, parce qu'à un moment donné, il faut porter un peu cette parole, ou ces idées, ou cette réflexion en dehors de ce cercle où j'espère qu'on est à peu près convaincus qu'il faut sauver la planète. Donc voilà.
Non, sur le côté émouvant ou ridicule d'une fiction. Parce qu'effectivement, là, à un moment donné, il y a une jeune femme qui nous raconte un moment, un épisode où son père, parce qu'il a travaillé effectivement autour de cette problématique-là, de la disparition des abeilles, il est très ému et effectivement, on apprend que les abeilles cessent de mourir. Effectivement, ce sont des images qui peuvent être rien ou qui peuvent être tout. Et c'est pour ça qu'effectivement, ça peut être ridicule ou ça peut être très touchant. Mais ça, j'ai pas la réponse à ça. Pourquoi ça va chercher des fois à cet endroit-là et des fois à d'autres. Je crois qu'il y a c'est ce que peut-être disait Camille tout à l'heure, c'est-à-dire c'est peut-être cet accès à l'enfance, qu'à un moment donné, à la fois cet accès à l'enfance, à la fois cet accès à une chose plus archaïque. Enfin, le fait d'apprendre que les abeilles ont cessé de mourir, ça peut être touchant, je pense, s'il y a une sorte de détachement du réel dans lequel on est. En fait, si on a la capacité à se sortir, quoi, à se dire juste, ouais, bah, c'est juste des abeilles quand même. C'est pas. Ouais. Il y a une chose de ça avec ces images comme ça, qui sont très très simples presque, qui vont, je trouve, peuvent aller chercher du côté d'une certaine naïveté et en même temps cette naïveté peut être extrêmement puissante à des moments parce qu'il y a une simplicité de ça. Et il y en a d'autres comme ça dans la pièce. Il y a d'autres comme ça, images qui pourraient dire ça va vers le mieux, mais qui pourraient sembler presque rien en fait. Je me souviens plus de la deuxième partie de la. Oui. Bah sur ça, c'est toujours la même histoire pour moi. C'est vraiment la question de savoir si le théâtre a une responsabilité ou pas dans vraiment entre guillemets, l'émancipation des spectateurs sur certains sujets. Moi, je ne crois pas du tout, mais pas du tout à ça. Je pense que les spectateurs sont des humains comme les artistes et qu'ils sont fort probablement bien plus au courant de certaines choses que les artistes, bien plus évolués que certaines choses que les artistes. Et du coup, c'est pas la question de savoir si le spectacle doit évidemment apporter une réponse, ou en tout cas, c'est bien plus que, pour moi, c'est des questions, encore une fois, que ça pose. Et si ça met en mouvement l'imaginaire, si ça met en mouvement la pensée, pour moi, c'est déjà énorme. Si je peux ajouter une petite chose, en fait, je crois que moi, je me pose, ni en tant que spectateur, ni celui qui a écrit le texte, je me place de ce point de vue-là, en fait, parce que ce serait comme mettre l'art dans une sorte de fonction d'édification ou d'un agent de transformation du monde. Et en plus, je partage ce que vous dites, c'est-à-dire qu'on est toujours plus ou moins déjà convaincu sur une certaine idée de ce qu'il faudrait faire sur ces sujets-là. Dans une salle telle que le Théâtre de la Cité, il y a quelque chose d'entendu. Dans la salle, que je sache, effectivement, il n'y a pas l'alt-right, il n'y a pas ceux qui disent que le réchauffement climatique n'existe pas. Donc, je crois que, en tout cas, pour moi, ça ne peut pas être là l'enjeu. L'enjeu, il est ailleurs, et ça, il vaut pour nous autres qui sommes dans cette salle. C'est ce que tu disais, ce que tu soulignais en début, c'est cet enjeu sur la loi et sur ce tragique de ce qu'il faudrait faire. C'est plutôt une méditation là-dessus que ça engage. C'est la transformation, elle est en train de se faire. On est en train de changer, trop lentement, mais ça changera, ça change.
Il y a énormément de choses, je ne vais pas les lister ici, mais qui ne relèvent pas du tout de l'utopie. Ces transformations à échéance de 20-30 ans, elles vont se faire. Est-ce qu'elles seront assez? Je ne sais pas. Là, ce que ça pointe, c'est un endroit qui est plus périlleux. C'est l'endroit où, en gouvernant mieux, même en gouvernant selon une loi où les arbres, les plantes, les rivières, les lacs ont des droits, les animaux ont des droits, il y a quelque chose de tragique dans le fait de cette espèce humaine qui crée de l'éloignement. Il y a plusieurs phrases des jeunes qui disent « j'ai l'impression qu'on s'éloigne ». Ils travaillent pour ça, ils travaillent à cet avenir. Mais il y a quelque chose de ce tragique-là qui est à l'œuvre, qui est une conscience, et ça on peut d'ailleurs assez mal le supporter, parce que la politique, souvent, si on assigne justement à l'art une fonction d'édification, on peut dire « mais alors c'est quoi? C'est une dystopie en fait ». Pourtant, il y a des parts d'utopie, parce qu'à la rigueur, on sauve les abeilles, il y a cette vision du renne qui apparaît. Donc, il y a des choses qui semblent aller complètement vers le mieux, et puis il y a des choses qui se poursuivent. Armageddon, l'iceberg qui continue à avancer, les Hautes-Scandinavies, les glaciers qui continuent à fondre, le niveau de la mer. Donc, en fait, pour moi, c'est ce lieu indécidable qui est là, à un endroit qui, pour le coup, est presque du côté du classicisme, c'est-à-dire quelque chose qui est sans cesse un tragique de la transformation, un tragique du pouvoir, un tragique de cet impossible du pouvoir. Il y a cette phrase très forte quand elle se une scène de tatouage où il dit mais tu parles du pouvoir de la nature, mais la nature elle n'a pas de pouvoir. Le pouvoir c'est un truc d'homme, c'est un truc des humains. Et ça, il y a cette chose-là qui pour moi est beaucoup plus riche d'enseignements sur ce que l'on attend de la politique. On attend de la politique que ça nous enchante. Et parfois, on attend d'ailleurs de l'art que ça nous enchante. Mais si ça nous enchante seulement, c'est déjà qu'il y a une part d'idéologie. Enfin, moi, je suis passé par le XXe siècle. Je sais qu'une idéologie, ça peut sembler enchanteur, mais il y a toujours un moment de vérité où le réel revient. Et le réel, il peut être très, très cauchemardesque et très sombre. Et ça, c'est, je crois, à cet endroit-là aussi que la pièce, elle s'écrit. Donc, cette loi, elle est posée comme un avenir désirable, et puis tout d'un coup, on se rend compte que c'est beaucoup, beaucoup plus dur parce que le monde résiste. Que la Terre, ce qu'elle dit à la fin, c'est « vous voulez retrouver le monde, mais vous l'avez perdu, en fait ». Ça, pour moi, c'est ça la fable qui est là, quoi. Et là, on pourrait se dire pourquoi ? Mais moi, je crois que voilà, j'aime que l'art porte ça, quoi. Des impossibles, du possible, cette sorte de... Comme ça, ceux qui sortent, celles qui sortent. Moi, quand je sors d'un livre, et c'est pour ça que j'ai toujours pensé que le savoir de la littérature était très supérieur au savoir de la philosophie, c'est que le savoir de la philosophie, sauf à lui-même devenir un savoir littéraire, mais le savoir du roman ou de la littérature ou de l'art, c'est un savoir de la contradiction. C'est la mise en mouvement de force. Et en fait, c'est celui qui est lecteur. Et c'est plus, alors ça, pour le coup, c'est plus souverain, c'est plus démocratique. C'est-à-dire qu'on fait confiance à ceux qui reçoivent d'en tirer quelque chose de ces forces d'opposition, de ces antagonismes. Mais en conscience. C'est-à-dire que là, c'est vraiment... Ah, j'ai vu le pour, le contre dans un livre de Dostoïevski. Ça tire dans tous les sens. Ça va vers l'athéisme, ça va vers la religion, ça va vers la folie, ça va vers la raison, ça va vers la passion. Et moi, je suis là, et à la fin, je ferme le livre, et je suis dans ce que j'appelle le vertige, mais c'est indécidable, et j'ai après moi à faire face à l'indécidable même de l'existence. Et ça m'importe, quoi. Je ne peux pas faire de l'idéologie, quoi. C'est pas possible. C'est une toute petite précision. Moi, je travaille ici au service des relations avec le public. Et pour répondre à votre questionnement sur à qui s'adresse cette proposition artistique, nous, notre travail ici, c'est qu'elle s'adresse au plus grand nombre et qu'on essaie là aussi, modestement et avec le temps, de repousser les frontières des personnes qui viennent dans nos salles, et particulièrement sur une proposition comme celle-ci. Et on a fait ce travail-là, on le développe encore là en ce moment avec Christophe, pour faire en sorte que d'autres spectateurs viennent assister au spectacle, à la représentation. Et on a accueilli notamment vendredi 2 classes de 3e, donc des jeunes spectateurs
C'était pour eux une première au théâtre. On les a rencontrés le matin, on a pris 1 heure, on est allé, c'était au collège de Saint-Jean, le collège Romain Holland, et on a pris 1 heure pour expliquer le spectacle, les mettre dans l'histoire, leur faire comprendre. Ils ont vu juste la seconde partie. Donc il fallait un peu les mettre dans le contexte, et ça a été un moment très fort, et le matin dans la classe, et le soir aussi au spectacle. Voilà. Après, on ne les a pas vus après, on aura des retours, l'enseignante va faire son travail, et puis nous faire des retours là-dessus, mais je pense que peu importe, en fait, ils ont vécu quelque chose, qu'ils aimaient ou pas le spectacle, qu'ils aient été déroutés, questionnés, ça c'est indiscutable, mais ils ont traversé quelque chose. Et on n'était pas là sur des spectateurs qui sont déjà acquis à, pas à la cause, mais en tout cas, c'est des tout jeunes spectateurs qui se posent ces questions, qui sont qui se posent des questions sur le monde d'aujourd'hui, et qui ont sans doute découvert quelque chose. Et ce travail continue cette semaine. C'est-à-dire que ce soir, mais surtout demain, la moitié de la salle, ce sont des lycéens. Voilà. Et là aussi, ils vont être là, ils vont traverser les deux épopées, enfin l'épopée dans sa totalité. On va les rencontrer aussi avant, on les rencontre après. Et il y a tout ce travail je ne sais pas si c'est un travail de pédagogie, mais en tout cas de sensibilisation qui va au-delà du spectacle, qui est un accompagnement des spectateurs et qui est un travail qu'on mène avec des spectateurs qui, en effet, si on n'était pas un peu, si on ne travaillait pas en collaboration avec des enseignants militants et qui s'intéressaient à ce qu'on fait et que nous-mêmes on essaie d'interpeller sur les problématiques développées, ben oui, c'est sûr qu'ils ne viendraient pas au théâtre. Mais ça, c'est notre travail et on essaie de le faire. Et il existe et il faut le dire. Et ça me fait plaisir de le dire, aujourd'hui. En plus, je ne sais pas, mais il faudrait faire vraiment presque un sondage sortie de salle, parce que pour le coup, tout le monde est convaincu du fait qu'il faut sans doute changer dans la salle quelque chose pour le rapport au monde, au vivant. Je ne suis pas sûr que tout le monde est forcément convaincu par cette loi qui exclut tous les hommes des fonctions dirigeantes et des exécutifs. C'est-à-dire que si on en est là, alors c'est une très bonne nouvelle, même au théâtre de la Cité, c'est-à-dire au sens... Parce que voilà, nous on a de la chance, on est dans des métiers qui sont encore autorisés par la loi, mais par contre nos politiques ont du souci à se faire. S'il y a une dernière question, on peut la prendre, sinon oui. Question dans le micro. Moi c'est une toute petite question, c'est vis-à-vis de la différence entre écrire du roman et du théâtre. Et surtout par rapport à la fiction. Parce que si je me trompe, j'ai l'impression que les pièces de théâtre que moi j'ai vues de vous, Camille, elles sont beaucoup plus en confrontation avec le réel, je dirais peut-être le politique, il y a quelque chose. Alors que dans les romans, il y a comme... moi, c'est ce que j'ai ressenti, une croyance en la fiction qui peut partir plus loin, ou des choses comme ça. Est-ce que... je m'interroge sur ça, de me dire, est-ce que le théâtre, pour vous, a une sorte de fonction il doit être plus collé au réel et au politique ? Et qu'est-ce que vous permet peut-être le roman comme si dans le roman, pour moi, il y avait une croyance quelque chose d'enchanteur qui était plus fort en fait. Ouais. Ah, c'est juste. Je pense que c'est certainement en travaillant avec Christophe que ça a tiré aussi vers ça, vers cette expérimentation à l'échelle du théâtre d'un certain nombre de travaux que j'ai qui sont plus de l'ordre de l'essai, de la pensée aussi. C'est-à-dire que lorsque j'écris Vie potentielle, ou le livre de la faim et de la soif, c'est vrai que ça dialogue avec, beaucoup plus avec l'histoire littéraire. Où est-ce qu'on en est, l'histoire littéraire, et quelle est la forme qui convient à ce temps où nous sommes. Et donc je vais chercher une forme. Sans doute qu'il y a, je pense, un tropisme du travail, parce que ça part quand même d'un désir de Christophe. Si j'écrivais du théâtre, si je suis généreux en disant tiens, je vais écrire une pièce de théâtre, peut-être que j'irais dans une toute autre direction. On en avait parlé. J'aurais peut-être envie de raconter un dialogue très simple. Moi, il y a des choses sur la transmission qui m'importent. Bon, c'est sensible dans Parlement 2. Il y a toujours ces téléphones aux parents. Il y a cette question de la transmission qui est très forte. Mais peut-être que la pièce que j'écrirais, si c'était sui generis et sans commande, elle irait vers une discussion très simple entre un parent, mère-fille, père-fils, je ne sais pas, mais dans ce... Là, c'est vrai qu'il y a eu ce souci du monde. Après, je crois que c'est quand même aussi
un espace qui n'est pas neutre, le théâtre, parce que c'est le premier parlement, pour le coup, c'est la première assemblée, c'est là où il y a directement un collectif qui est concerné. Dans les modes d'appropriation de la lecture, c'est-à-dire du roman, mais aussi de l'essai, ce sont des lectures silencieuses qui sont la plupart. Donc on s'adresse à une conscience. C'est un lien intersubjectif en fait entre un écrivain et son lecteur, et ça traverse le temps et c'est singulier. Il y a un couple qui est stable, qui est singulier et qui est silencieux. Le théâtre se place d'emblée, et même presque c'est le seul restant, parce que le cinéma longtemps était cet art collectif, mais est devenu une consommation en fait plus ou moins par foyer, qui s'est réindividualisée en fait. L'espace, ça résiste comme espace collectif. Et c'est pas pour rien que dans un moment politique comme le nôtre, qui est relativement troublé depuis le début du XXIe siècle, où le commun se fragmente, où ça divise, où ça coupe, où ça se déteste, où ça s'injurie, où il y a une montée des haines, où il y a tout ce cycle très très noir qui refait violence, où tout d'un coup, ce lieu commun du théâtre se repose en fait des questions sur le commun, sur le nous, enfin sur quelle espèce de nous ça dessine. Et je crois que dans ce cadre-là, ce nous qui est travaillé en tout cas par Parlement, les deux en fait, qui veut être un au-delà du nous humain, presque interroge les frontières du théâtre. On m'a dit en souriant hier que dans cette transformation du théâtre de la Cité, il y avait une envie de végétaliser l'intérieur. Et puis en disant, mais pour l'instant, on n'a pas les circuits d'eau qui permettent de mettre d'autres plantes que des plantes en plastique. Je me dis que là, il y a quelque chose aussi dans l'effort. On se posait la question avec Christophe, mais le Parlement, comment est-ce qu'on invite des animalités, comment est-ce que ça s'incarne, comment est-ce que ça dialogue, comment est-ce que ça vient, est-ce que ça intéresse? J'ai un ami qui a écrit de la poésie pour le Jardin des Plantes, qui venait lire des poésies pour les animaux pendant une résidence comme ça. Il y a cet effort. Je ne sais pas où le mettre. Je ne sais pas s'il est ridicule, s'il est risible, comme est risible pour ton ami le fait que les abeilles revivent. Je ne sais pas si c'est risible, si c'est fou, si c'est une conscience animiste qui revient en nous, si c'est au contraire au bout de la science et d'un long travail scientifique où on s'est séparé du monde, que tout d'un coup on se rend compte qu'il faut se réattacher. Mais là aussi c'est indécidable, et il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. C'est que tout d'un coup, toutes nos enceintes humaines se posent la question de leurs frontières, où ça découpe et comment est-ce que j'ouvre, comment est-ce que j'étends. J'ai travaillé sur le mythe de l'Arche de Noé. L'Arche de Noé, c'est ça. On peut voir l'Arche de Noé, en fait, ce qui n'est pas dit par la Torah ou le Pentateuque ou la Bible, c'est qu'est-ce qui se passe sur l'Arche de Noé. L'Arche de Noé, c'est un modèle où Noé est une sorte, si on a une lecture plus ou moins monothéiste et chrétienne, c'est le berger, c'est celui qui prend soin, c'est le care. Il y a quelque chose dans l'écologie politique qui est très de ce côté-là, en fait, du côté du care. On va s'en occuper. On va prendre charge au temps du déluge, on va prendre charge de ces espèces et on va les sauver. Et moi, je pense l'écologie à un autre endroit. Je pense l'écologie à un endroit de conflit, de guerre. Je dis toujours à mes amis qui pensent l'écologie en termes de care, d'attention, de prise en charge par l'homme de ce qui reste, je leur dis, mais qu'est-ce que vous faites des ouragans, des tempêtes, qu'est-ce qui ne négocie pas dans la nature? Qu'est-ce que vous faites de la dévoration? Qu'est-ce que vous faites de cette dimension où on se nourrit même du monde? Enfin, il y a pour moi du dionysiaque dans le monde, il y a du tragique, il y a de la mort, et de la revie. Donc c'est à cet endroit-là que j'essaye de repenser ce collectif étendu. C'est pas du tout un collectif simplement heureux. C'est un collectif où ça cogne, où ça travaille. Comme dans une assemblée. Hein. Mais simplement, il faut entendre les intérêts du monde. C'est-à-dire, là, on est dans un temps où tout d'un coup, on est obligé de se mettre à l'écoute d'autres formes d'intérêt pour des sujets qui n'en avaient pas, qui étaient silencieux, qui étaient des choses. Et tout d'un coup, ils se mettent eux aussi à avoir des intérêts. Et les intérêts sont les nôtres. Et donc là, il y a quelque chose comme ça d'un conflit, d'une traversée. Enfin, ça découpe autrement. Alors ça, vous pourrez, si vous avez ça en tête, entendre plein de choses qui se passent ce soir, d'un collectif fragmenté, inquiet, comme tu disais, qui est traversé par énormément de questions qui déplacent les cartes, qui déplacent la façon de découper les territoires, qui déplacent la façon de découper entre les humains et les non-humains. Enfin, ça bouge. Et ce que dit la pièce, par contre, et ça qui est très politique,
Il faut accueillir ce bouger. Il faut non seulement le penser, mais il faut l'accueillir. Il faut le penser et l'accueillir. Il y a une chose, ça c'est clair, que la pièce déjoue totalement par son principe même. C'est qu'elle remet le temps en mouvement. Donc elle dit à tous ceux qui voudraient maintenir le monde tel qu'il est, que dans le futur, ça n'a pas lieu. Ça bouge. Et ça va bouger et ça va secouer. Et ça, c'est joyeux parce que c'est non seulement esthétique, c'est politique et ça engage. Voilà. Et ça m'importe. Voilà. Merci beaucoup. Merci Camille et Christophe.